m² au 6e étage du BHV dans le centre de Paris. Shein ouvrira demain sa première boutique physique en plein scandale. Honte au BHV! Le site internet chinois proposait à la vente des poupées sexuelles avec visage et corps de fillettes. Le directeur du BHV tente de s'extirper de la polémique. Tout ce qui sera vendu au BHV sera conforme, respectera la législation française et européenne. Faire un partenariat avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Faire un partenariat avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Le descriptif des poupées, vendues en ligne également sur le site chinois AliExpress, ne laisse aucun doute. Jouets de masturbation masculine avec vrai vagin et anus. Shein assure avoir retiré les produits de la vente et se dit prêt à livrer le nom des acheteurs à la justice. Nous serons en totale transparence avec la justice. C'est mon devoir en tant que représentant de Chine aujourd'hui d'être en mesure de dire à mes clients qu'il y aura une mise en conformité sur l'ensemble des choses qui nous ont été reprochées. Un devoir rappelé sans ménagement hier par le ministre de l'économie. Là, on a dépassé les bornes. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. Ce n'est pas la première fois qu'un géant chinois du e-commerce se retrouve dans le collimateur des autorités françaises, mais aussi européennes. Depuis l'an dernier, Bruxelles accuse Temu de violer la législation européenne. Nous avons reçu plusieurs plaintes d'associations de consommateurs. Plusieurs produits nous ont été signalés, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques ou encore des jouets. Alors, au vu du nombre toujours plus impressionnant de colis livrés sur le marché européen, par des acteurs du e-commerce toujours plus nombreux et florissants, comment s'assurer de la conformité et de la légalité des produits? Les plateformes sont-elles hors de contrôle? Énormément de questions pour nos trois spécialistes. Laetitia Lamarie, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et spécialiste du e-commerce, le fameux commerce en ligne. Vous avez co-créé un podcast, Le Café de l'e-commerce, qui décrypte l'actualité donc de ce e-commerce. Et selon vous, ce scandale des poupées n'est pas nouveau. Il y a déjà eu un cas identique chez Amazon il y a de nombreuses années. C'était des objets nazis, je crois. On est en train de découvrir que les plateformes chinoises peuvent vendre impunément des objets illicites. À côté de vous, Jean-Baptiste Souffron, avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Bonsoir. Selon vous, les plateformes chinoises n'ont pas du tout pris la mesure du niveau de conformité qui est demandé pour pouvoir vendre des produits à des consommateurs européens. Il faut qu'elles comprennent que leur responsabilité peut être mise en cause, tant au civil qu'au pénal. Et Philippe Moati, bonsoir. Vous êtes économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Votre dernier essai, La plateformisation de la consommation, aux éditions Gallimard. Selon vous, les acteurs chinois du e-commerce sont souvent critiqués pour les zones grises, en quelque sorte, de leur fonctionnement, mais il faut aussi reconnaître leur capacité d'innovation illimitée. Avec tous ces nouveaux acteurs, il faut donc repenser la régulation. Et on démarre avec un chiffre relativement incroyable. Le chiffre du jour. 33% des Français, soit un tiers, ont déjà réalisé un achat sur le site chinois Chine durant les 6 derniers mois. Jean-Baptiste Souffron, question très simple. Si ces clients cherchaient une poupée jusqu'à ce week-end, ils pouvaient potentiellement tomber sur ces produits pédopornographiques dont on a parlé ce week-end? Moi, je ne le sais pas, mais visiblement, c'est ce qui a été constaté. Et évidemment, c'est quelque chose qui est inacceptable. En plus, il se trouve qu'en France, c'est contraire à la législation pénale qui interdit la représentation pédopornographique, ce qui fait que c'est absolument anormal. Ce qui choque aussi, c'est le fait qu'il y ait eu des dénonciations qui étaient faites à la DGCCRF, et c'est la DGCCRF, en fait, qui réagit. Mais ça veut dire qu'il y a des dénonciations qui ont dû être faites sur la plateforme elle-même, et qui apparemment n'ont pas été suivis des faits, alors que ça aurait dû être promptement suivi des faits, comme le dit la loi initialement. Et donc, dans ces conditions, on se demande à quel moment en fait se déclenche la réaction. C'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'on est sur des marketplaces, sur des sites Internet dont la règle depuis toujours pour permettre le développement d'Internet, c'est qu'ils ne sont pas responsables immédiatement. Il faut leur signaler un problème pour déclencher leur responsabilité. Mais ça implique du coup d'avoir des équipes derrière qui modèrent, qui surveillent, qui réagissent, qui regardent ce qui coûte de l'argent. Ils en ont assez. Voilà. Est-ce qu'ils en ont suffisamment des équipes, Monsieur Moati?
En fait, je crois qu'il faut s'enlever l'idée qu'on a un petit bonhomme qui regarde tous les produits vendus sur la plateforme, parce que ça se compte en millions, les produits. Hein, donc c'est plutôt de la technologie, c'est de l'IA qui passe ça. Les algorithmes, de l'IA, tout ça. Alors moi, je raccorde le bénéfice du doute. C'est pour eux, l'activité de marketplace, au départ, ce sont des commerçants qui achètent pour revendre en leur nom. Depuis 2023, ils ont ouvert une marketplace, une place de marché, c'est-à-dire qu'ils accueillent des commerçants indépendants, en quelque sorte, qui vendent directement des revendeurs, donc, c'est ça. Donc ils sont hébergeurs, distributeurs. Voilà, ils sont hébergeurs de marchands qui sont à peu près libres de mettre ce qu'ils veulent sur le site, dans la mesure où la plateforme a un devoir de police, en quelque sorte. Et c'est ce devoir de police qui a visiblement été mal effectué. Voilà. Mais à vérifier tout ça. Mais Laetitia Lamarie, ça veut dire qu'en fait, Chine a pu vendre ses produits sans savoir exactement qu'elle les avait en ligne, parce qu'elle distribue ce que d'autres fabriquent. C'est comme ça que ça se passe? Ça peut se faire à son insu, presque? Ça peut se faire à son insu quand on manque de contrôle et qu'on laisse place à l'intelligence artificielle et à la technologie. Et c'est ça le cœur du réacteur de Chine, de cette plateforme. C'est avant tout une plateforme technologique qui nous a mis, nous, Européens, un peu à reculons. Et aujourd'hui, elle a pris tellement d'avance que c'est difficile pour nous, alors peut-être pas de réguler, mais en tout cas de mettre en place des garde-fous assez réactifs et qui vont pouvoir anticiper. Mais il y a eu d'autres cas avant? Il y a eu d'autres cas, notamment. Il y a déjà eu des scandales. Et on l'oublie, effectivement. Aujourd'hui, c'est le scandale Chine, parce que malheureusement, Chine fait les choux gras de la presse et surtout va ouvrir son espace sur le BHV Marais. Mais ce n'est pas nouveau. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que Chine a longtemps été décriée comme un vendeur ou un revendeur quand il se place comme une marketplace d'ultra fast fashion. Aujourd'hui, on découvre que ça ne vend autre chose que des crop tops à 7 € et que ça vend des choses tout aussi, en tout cas, moins propres que ce qu'on l'imaginait. Et c'est ça qui est difficile à accepter. C'est Jean-Baptiste Parce qu'il faut l'accepter, on trouve des choses vraiment sales. C'est-à-dire jusqu'où, Jean-Baptiste Souffront? Ça veut dire qu'on peut trouver des produits illégaux, c'est-à-dire on pense aux armes, on pense aux stupéfiants, ça peut aller jusque-là. Et vous n'aurez pas échappé qu'on ne trouve justement pas de cocaïne ou d'armes sur Chine. Donc il y a bien un contrôle qu'il est possible d'exercer, mais surtout... Pour certains produits. Mais bien sûr, mais surtout il faut bien le rappeler, c'est-à-dire que les obligations qui pèsent sur les plateformes et sur les marketplaces, c'est d'abord de réagir au signalement. D'accord. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est être réactifs. Mais être réactif, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut embaucher des gens qui vont réagir, comme je le dis, au signalement qui leur serait fait. D'accord. Alors, on va évoquer avec vous trois quelque chose que vous savez déjà vraisemblablement, l'étude UFC Que Choisir, qui a été publiée la semaine dernière, Anna, et qui a testé la qualité de produits achetés sur des plateformes chinoises. Les bras vous en tombent. Et ben oui, 162 produits qui ont été achetés sur Shein et Temu, des chargeurs USB, des jouets pour enfants de moins de 3 ans, des bijoux, tous ont été soumis à une série de tests en laboratoire. Et voilà ce qu'on apprend pour les chargeurs USB notamment. Seuls 96% sont non conformes, on le voit ici. Les auteurs de l'étude affirment que les produits sont de mauvaise qualité et font courir des risques réels de brûlures, de chocs électriques et d'incendies. Et c'est encore pire pour les jouets. Un seul jouet sur les 54 achetés a réussi le test des normes européennes. Regardez, 96% de non-conformes pour Temu, 100% pour Shein. Les petites pièces sont trop nombreuses et augmentent le risque d'étouffement. Le bruit de certains jouets est équivalent à celui d'un marteau-piqueur et sur d'autres, ce sont les seuils de substances toxiques qui sont largement dépassés. Alors en 2024, la Fédération européenne des industries du jouet estimait déjà que 95% des jouets vendus sur Temu étaient dangereux. Une étude similaire avait été menée 5 ans plus tôt en 2020 sur les plateformes, cette fois d'Amazon, eBay, d'AliExpress, avec des résultats équivalents. Alors la Commission européenne, elle mène des enquêtes et elle a déjà menacé notamment AliExpress et Temu d'amendes à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires mondial pour non-respect de la traçabilité de leurs fournisseurs. Philippe Moiti, quand on voit le volume qui s'échange sur ces plateformes, c'est environ 12 millions par jour. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces produits vendus par des tiers soient conformes ? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et vous pointez la conformité, mais on pourrait parler des fausses promotions, c'est un délit. On barre un prix qui n'a jamais existé pour faire apparaître 80% de remise. Il y a des produits qui sont tellement peu chers, livrés gratuitement, qu'on est forcément sur de la vente à perte. Donc, en fait, c'est des pratiques commerciales qui violent un grand nombre de principes légaux applicables au commerce. Et donc, en fait, on a théoriquement l'arsenal juridique pour contrer. La question est de savoir pourquoi n'y arrive-t-on pas. Donc, je m'adresse aux juristes, pourquoi n'y arrive-t-on pas? Non, mais avant que vous adressiez aux juristes, une question à Laetitia Lamarie. Est-ce qu'il y a que les plateformes chinoises qui sont incriminées et incriminables à raison, ou d'autres, Amazon et d'autres?
Il y en a d'autres, il y a la plateforme américaine Amazon, mais Amazon aujourd'hui, eh bien, elle fait preuve de respectabilité. On n'en parle presque plus. Et pourtant, eh ben, on peut retrouver les mêmes revendeurs tiers qu'on va trouver sur Shein ou Temu. Je voudrais juste revenir sur le principe de marketplace, de place de marché. Ce principe-là, c'est on n'est pas distributeur. On va héberger d'autres vendeurs qui vont vendre sur notre plateforme et on va s'engager, normalement c'est ça, à respecter la traçabilité des vendeurs et des objets qui sont vendus. Là, on se rend bien compte que ça n'a pas été opéré. C'est une défaillance. Et c'est une défaillance que Amazon a essayé de combattre et c'est comme ça qu'Amazon a un peu redoré son image. Mais non, il n'y a pas que Shein et Temu et ces plateformes chinoises. Sauf qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que ce sont les plateformes les plus téléchargées. La difficulté, c'est que des produits qui disparaissent aujourd'hui peuvent réapparaître demain. On peut les retrouver ailleurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans ce que vous présentiez, il y a cette plateforme de JD.com qui arrive, Joybuy, qui arrive dans quelques jours. Il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui arrive. C'est un commerçant. Mais ça veut dire, pardon Jean-Baptiste Souffron, qu'on est complètement impuissant quand le ministre de l'économie menace d'interdire Chine en cas de récidive. Est-ce qu'on peut vraiment le faire ou pas ? On peut totalement le faire. Ça a été fait par exemple pour Russia Today dans une autre hypothèse, et c'est quelque chose qui techniquement est tout à fait envisageable. C'est pas la difficulté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de normes, de droits, de règles, c'était très parlant avec l'exemple sur les jouets. Des jouets, les normes européennes, c'est pas des normes qui sont faites pour embêter les gens, c'est des normes qui sont faites pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe avec le jouet qui lui a été offert pour Noël. C'est pour éviter que la peinture qui est sur son cadeau finisse par lui causer des brûlures ou quelque chose de ce genre. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des accidents. Nécessairement. Si c'est pas aux normes, c'est que c'est défectueux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va attendre ? C'est-à-dire d'avoir effectivement un moment où on décide d'interdire, de ne pas le faire, etc. Il y a un débat qui doit se faire. Typiquement, sur les premiers exemples qui étaient arrivés, c'était sur des ventes d'objets nazis sur Yahoo, il y a déjà très longtemps. Et à l'époque, Yahoo avait mené le débat juridique jusqu'au bout, parce qu'ils disaient, bon, il faut qu'on sache ce qui est blanc, ce qui est noir, comment on fait. Mais ils n'avaient pas attendu pour interdire la vente d'objets nazis partout et pour mettre en place des règles qui visaient justement à le contrôler du mieux possible. Là, on a un peu l'impression qu'on est face à des gens aussi qui essayent un peu de chercher les trous de la raquette pour continuer à atteindre le marché européen, qui est le marché le plus intéressant, sur lequel le plus juteux pour eux. Bien sûr. Et Philippe Moati, sans parler des dommages environnementaux liés à ces objets jetables, fabriqués. Fabriqués, on ne sait pas comment, jetables effectivement, donc transportés en avion pour l'essentiel. Les conditions sociales de production qui sont certainement pas très glorieuses, on le sait, les sous-traitants sont mis à très dure épreuve, pas seulement Chine, et peut-être même les autres en réalité, parce que on a trouvé le bouc émissaire en réalité. On adore détester cette marque, mais en fait, si on regarde un peu ce qu'il y a sous le tapis, beaucoup de sites de e-commerce, voire d'enseignes du monde physique, ont des pratiques, alors non pas de vendre des produits dangereux, mais... dans les magasins, dans nos magasins aussi, parce que c'est vrai que là, on se dit, le diable se cache dans le e-commerce, mais est-ce que ça, c'est aussi dans nos magasins physiques ? C'est aussi dans nos magasins, dans une enseigne très connue d'articles de sport qui a fait la une il n'y a pas très longtemps, parce que un sous-traitant en Chine, c'est des chaînes de sous-traitance, finalement, on faisait travailler des enfants, etc. Donc voilà, dans la mesure où on ne maîtrise pas sa production, qu'on la sous-traite, et qu'on la sous-traite en Asie, et qu'on est confronté à une concurrence par les prix, qui impose de bien maîtriser ses coûts, les aspects sociaux, quelquefois, sont mieux au rencard. Décathlon, pour dire les choses très clairement. Exactement. Alors, les procédures de vérification, de contrôle existent, mais il y a beaucoup d'obstacles, vous le disiez, à leur mise en œuvre. Écoutez la porte-parole de la répression des fraudes. La difficulté, c'est que les plateformes vont référencer les produits de manière très différente. Donc certaines plateformes vont avoir des catégories très claires et auxquelles on va pouvoir accéder avec des mots-clés assez explicites. Dans d'autres, ça va être totalement obscur et il va falloir vraiment écumer le site à la main. Aujourd'hui, on a fait le rapport auprès du procureur sur 4 plateformes et on a élargi justement pour essayer de prendre la mesure du phénomène. Laetitia Lamarie, c'est-à-dire que clairement on se retrouve face à des géants, on se sent un petit peu, là aussi dépourvu face à ces... Totalement dépassé. Voilà. Elle parle de décortiquer à la main. Et face à nous, on a des géants avec de l'intelligence artificielle, avec de la data, avec des algorithmes très puissants. On vit pas dans le même siècle. On n'agit pas en tout cas avec les mêmes armes. C'est ça le problème. Même sémantiquement, le géant chinois ne va pas parler de décortiquer à la main. Si demain Chine va mettre des garde-fous en place, ça va être des garde-fous certainement qui ne seront pas humains, mais très probablement technologiques. Mais Jean-Baptiste Souffron, l'Europe a fait aussi son travail, puisqu'il y a une législation sur les services numériques qui s'appelle DSA. Voilà, elle est là. Quand on lit tout ce qu'elle prévoit, cette législation, on se dit, on a l'outillage. Le Digital Service Act. Et on a l'outillage, mais on n'a pas derrière les moyens de la mettre en œuvre. On a les moyens de la mettre en œuvre, c'est pas la question. Le souci, c'est qu'elle
elle n'est pas bête, cette législation. Elle dit il y a les petits, il y a les moyens, il y a les gros. Et quand vous êtes gros, plus de 45 millions d'usagers dans l'Union européenne, en fait, vous avez des obligations supplémentaires. Et notamment, vous devez être plus traçable, mieux documenté, etc. Bon, elle date d'il n'y a pas très longtemps. Maintenant, elle commence à être mise en œuvre. 2024. Voilà, elle commence à être mise en œuvre. On va bien voir à quel moment on décide de l'appliquer. Mais les sanctions sont sévères. Donc, c'est des sanctions qui se chiffrent en pourcentage du chiffre d'affaires mondial ou qui peuvent se chiffrer en interdiction. Il faut dire que ce n'est pas une interdiction qui arrive comme ça quand un ministre ou quelqu'un décide on interdit. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un problème sur une plateforme ou quelque chose qu'on va pouvoir décider de la censurer comme ça non plus. Donc, elles vont pouvoir avoir des recours, se battre. Mais il est à peu près inévitable que si les choses continuent en l'état, tôt ou tard, on va commencer à avoir des décisions potentielles d'interdiction. Il ne faut pas oublier que même aux États-Unis, qu'avaient décidé les Américains et qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment? Ils ont interdit TikTok. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ils l'ont fait. Ils montrent d'une certaine manière la voie. Pourquoi ont-ils pu le faire? Et pourquoi est-ce que nous aurions les capacités d'interdire quand Roland Lescure menace? Pour le coup, ils l'ont fait sans même avoir la législation qui permettait nécessairement de le faire. Ils ont, j'ai envie de dire, inventé la législation au fur et à mesure. Ils ont décidé de le faire et ils l'ont fait. En France, aujourd'hui, vous avez des outils juridiques et techniques qui permettent de le faire. Donc, si à un moment donné, la décision va être prise, on l'a fait sur les sites pornographiques il y a encore quelques semaines. Est-ce que dans ce cas précis, Philippe Moiti, le levier d'action, c'est pas l'argent? C'est 175 milliards l'an dernier, le chiffre d'affaires d'e-commerce en France, 1,5 milliard de colis livrés. Est-ce qu'il faut frapper les plateformes portefeuilles? Est-ce que c'est que ça qui peut leur faire les impressionner? Et la menace de l'interdiction. Mais il faut bien prendre la menace conscience d'interdiction, ils peuvent la contourner. Alors la menace de l'interdiction, il y a d'autres mesures. Mondialisé, bon. Et puis socialement, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Socialement, ça remplit une fonction. Enfin, vous avez rappelé le taux de pénétration, l'importance de la vente, de la clientèle. Voilà. Si on a la paix sociale aujourd'hui, c'est aussi parce que les gens peuvent acheter. Les consommateurs entre la seconde main, toutes ces enseignes, y compris dans le monde physique, les Actions et compagnie, qui ont un succès considérable. C'est une soupape qui permet de calmer un peu le climat social. Donc, si on se met d'abord à continuer de bâcher ce genre de marques et de clientèle qui les fréquente et qu'on va jusqu'à aux interdictions, attention, il y a cette dimension qu'il ne faut pas Je voudrais juste dire qu'avant de franchir le pas de l'interdiction, il y a eu le cas, notamment avec Wish, qui n'était pas une plateforme chinoise mais une plateforme américaine, et c'était le déréférencement. Ça veut dire que quand on cherchait Wish sur Google, rien n'apparaissait, plus de publicité, aucun lien qui nous redirigeait vers ça. Peut-être que ça peut être une tentative pour Chine, mais Chine s'en sortira toujours, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus uniquement des requêtes sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. On passe par l'intelligence artificielle, sur des LLM, sur ChatGPT et bien d'autres. Et ça aussi, ça peut être un contournement. Et leur meilleur soutien, c'est leur clientèle? C'est ça, finalement, leur clientèle. Vous avez cité les chiffres. Il y a un taux de pénétration qu'on n'a jamais vu en e-commerce. Ah oui, 30% des Français ont acheté sur Chine depuis... Temu fait mieux, mais c'est encore une plateforme chinoise. C'est du jamais vu en e-commerce. Ça reste vraiment des cas d'école, parce que c'est un vrai modèle économique et technologique. Donc les contrecarrer, oui, c'est possible et on a l'arsenal. En revanche, ils ont quand même des coups d'avance pour contourner ça. Ils s'inspiraient des bonnes pratiques, parce que mine de rien, ils sont très critiquables, mais ils ont aussi des bonnes pratiques qui pourraient inspirer les acteurs de la consommation en France. Alors, on parle de Chine en 2025. Regardez ce qui se passait face à l'e-commerce. En 1997, une révolution. On s'émerveillait d'une façon absolument adorable de son arrivée sur nos ordinateurs. C'est l'archive du jour, elle est irrésistible. Les fêtes sont l'occasion de joie et de bonheur, mais aussi de fatigues et de peines à courir les magasins dans la bousculade et les embarras du dernier moment. Avec Internet, c'est sans doute la fin de ces peines grâce aux galeries marchandes. Surf & Buy, la première d'entre elles, permet ainsi au consommateur dans son fauteuil de trouver tranquillement son bonheur. On peut ainsi acheter du foie gras ou des marrons glacés, trouver du matériel de bricolage, farfouiller et découvrir un cru de derrière les ordinateurs, un rhum agricole de la Martinique ou pourquoi pas de la lingerie pour madame, et même entrer dans un magasin de disques et écouter les derniers tubes. On est tout petit, on prend des risques, mais c'est vraiment indispensable. Je crois que c'est vraiment le futur, et le futur très proche d'Internet. En France, avec ces fêtes, la fin de 1997 marquera le départ d'un véritable commerce sur le réseau mondial. Jean-Baptiste Souffront, en même temps qu'elle déferlante, mais aussi en faveur du pouvoir d'achat et aussi une autre manière de consommer. Donc ça a aussi apporté à la croissance française et à la croissance mondiale. Mais c'est pour ça qu'il bénéficie d'un régime qui est particulièrement favorable et que leur responsabilité ne peut pas être mise en cause aussi directement que celle, par exemple, d'un magasin ou d'un vendeur traditionnel. Mais il faut bien comprendre on voit bien que dans la globalisation, il faut que ce genre de choses fasse l'objet d'un dialogue. Si ce dialogue n'existe pas, si on est face à des gens qui vendent, si demain la même plateforme se mettait à
vente de la cocaïne, par exemple, ou des choses, ou des armes, eh bien, nécessairement, elle serait interdite à ce moment-là, bien évidemment. Et oui, bien sûr, il y a toujours des moyens de contournement, on peut toujours passer autour. Mais enfin, tous les Français, il n'y a pas 33% des Français qui vont aller sur le dark web pour acheter des choses sur ces sites-là. Et ça n'aurait plus aucun intérêt pour eux d'être présents. Mais Philippe Moiti, pour revenir à l'actualité, Chine qui arrive au BHV, est-ce qu'en même temps on peut leur jeter la pierre puisqu'il faut redynamiser le commerce physique? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui redonner la monnaie de la pièce et puis aider les boutiques qui n'arrivent plus à vivre? Dans le cadre du BHV, on peut discuter à l'infini, c'est pas le positionnement historique du BHV, etc. Mais je voudrais dire, parce que vous avez fait de l'histoire, si on fait un peu de prospective, ça se trouve, le débat qu'on vient d'avoir, il est déjà obsolète. Il est déjà obsolète parce que la prochaine révolution, elle a déjà démarré, c'est ce qu'on appelle le commerce agentique. C'est-à-dire qu'en fait, les consommateurs n'iront plus sur les places de marché, n'iront peut-être même plus dans les magasins. C'est un scénario possible, pas certain. Hein. Demanderont à leur IA d'explorer l'offre, de sélectionner le bon produit et éventuellement même de procéder à l'achat. Donc ces places de marché qui aujourd'hui font l'intermédiaire n'auront plus de raison d'être parce que l'intermédiaire, il sera dans notre téléphone qu'on aura dans la poche. Laetitia Lamarie, oui, le commerce agentique. Souscrivez à cette vision du futur? Je suis totalement d'accord. C'est triste, mais c'est déjà ça. Le commerce agentique existe déjà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir faire le shopping à votre place. Elle va connaître et anticiper vos besoins, elle va connaître vos centres d'intérêt, et via l'intelligence artificielle, elle va pouvoir faire votre panier à votre place. Et ça existe déjà sur de nombreux sites. Elle passera par-dessus les plateformes. Peut-être que Chine, on en parlera. Mais ça veut dire quoi? Qu'au final, la responsabilité, c'est celle des consommateurs avant tout, vu ce qui se profile, Jean-Baptiste Souffron? Non, ça va être la responsabilité, elle va être partagée entre tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez vendre en France, vendre en Europe, bien évidemment, il va falloir respecter les règles françaises et les règles européennes. On comprend que c'est un dialogue qui a su s'instaurer avec les entreprises typiquement américaines qui font cet effort, qui essayent de travailler. Les entreprises chinoises qui maintenant veulent accéder au même marché, eh bien, on va bien voir si elles sont capables de faire les mêmes efforts. Et on considère parfois que les efforts que font les entreprises américaines ne sont pas tout à fait suffisants. On verra bien si les entreprises chinoises sont mieux disantes. Après tout, peut-être qu'elles pourraient arriver en disant nous, on va respecter 2 fois plus et vous verrez qu'on sera encore meilleur. Philippe Moiti, tout à l'heure, vous disiez on adore détester Chine. Est-ce qu'il ne faut pas voir derrière Chine quelque chose comme un cheval de Troie d'une agressivité chinoise destinée à saturer les consommateurs européens, à les forcer à consommer, à les endormir autour de cette consommation? D'autant que le marché américain leur est désormais fermé, donc le marché européen, c'est une position de repli et ils sont nombreux. On a parlé de JD.com, qui est un géant du e-commerce qui revient en France, apparemment, cette fois-ci avec la volonté d'y prendre pied. Ils sont extrêmement agressifs. Les dépenses de publicité de Temu sont monstrueuses. Ce site est en France depuis 2 ans. C'est le 3e site de e-commerce en France. Il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour les plus forts, pour ceux qui prendront le pas notamment du commerce agentique, ceux qui seront sur l'intelligence artificielle, ceux qui respecteront les lois et qui accepteront, comme Chine, d'être convoqués, de répondre devant la justice. Finalement, est-ce que Chine ne serait pas en train de redorer son image et d'accepter de coopérer? Et puis là, on discute de commerce en ligne, mais demain, c'est du commerce physique qui va se passer pour Chine, au BHV Marais. Donc peut-être que déjà notre débat est obsolète, parce qu'on va peut-être avoir davantage de Chine physique que de Chine en ligne. Eh bien, le choix aux consommateurs. Merci à tous les 3, ce débat était absolument passionnant.